De lui, du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Les pluies diluviennes continuent de s'abattre sur notre pays avec leur lot de désolation. Ce vendredi, 2 corps, dont celui d'un bébé, ont été découverts dans la commune de Cocody. On enregistre également de nombreux dégâts matériels suite à ces intempéries qui ont tué 7 personnes hier jeudi. Après 3 mois de suspension pour cause de coronavirus, les vols ont repris du côté de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce vendredi. Mais la décision de reprise du transport aérien décidée par le Conseil national de sécurité concerne d'abord les vols domestiques. Les vols internationaux reprendront bientôt. L'aéroport s'ouvre, mais dans le respect des gestes barrières. Le coronavirus est toujours menaçant. Le bilan sanitaire vient d'être dévoilé. Ce vendredi, on dénombre en Côte d'Ivoire 405 nouveaux cas confirmés, 100 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. Au Mali, la CEDEAO a entrepris une nouvelle médiation pour dissiper la crise politique en cours. La mission arrive à Bamako à la veille d'une autre manifestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle a échangé avec les acteurs de la crise. Ils manifestent contre la corruption, les violences et réclament la démission du président malien. Soyez les bienvenus sur RTI1. Des voies envahies par des eaux, des maisons inondées. La capitale économique ivoirienne subit les effets des pluies diluviennes. Après Niamey, Abidjan registre des pertes en vie humaine. Ce vendredi, 2 corps, dont celui d'un bébé, ont été découverts dans la commune de Cocody. On enregistre également de nombreux dégâts matériels avec des populations privées d'abri. Voilà, ces pluies diluviennes ont laissé de graves séquelles dans plusieurs quartiers. Les zones sinistrées ont reçu la visite d'un émissaire du gouvernement, la ministre Anne-Désirée Oloto, accompagnée des responsables de l'Office national de l'assainissement, du drainage et du BNET, a voulu comprendre la situation. Après la visite des chantiers d'ouvrage, la ministre Anne-Désirée Oloto a relevé notamment que l'eau a du mal à rejoindre son lit naturel parce que des habitations ont été bâties sur des espaces non constructibles. Salima Toudia. Pour rejoindre la lagune, les eaux de pluie ont fait d'énormes dégâts sur leur passage. Sur ce site du canal de la Riviera Golfe, l'ouvrage de drainage d'eau a eu du mal à supporter la violence des eaux de pluie de la commune de Cocody. La route a même été fissurée. Sur les lieux, la ministre Anne-Désirée Oloto, accompagnée de son cabinet et des responsables de l'ONAD et du BNET. C'est un ouvrage qui passe donc sous terre et qui permet aux eaux plus haut depuis Palmeraie, Bonoumé, donc de rejoindre la lagune. Vous avez vu vous-même la violence avec laquelle ces pluies sont arrivées, déraciner donc tous les bananiers, qui a également charrié tous les déchets solides, les bouteilles, etc. Tout cela qui nous interpelle tous et qui demande aux populations de vivre autrement avec les déchets. Les ouvrages dans l'ensemble auraient pu résister. Malheureusement, nous sommes dans un processus qui n'est pas encore à son terme. Tous les ouvrages ne sont pas entièrement achevés. Nous allons donc essayer pendant cette période de veiller à ce qu'il y ait le moins de dégâts possible. Le cap est mis sur le canal du quartier Alabra. Sur les lieux, la ministre découvre des maisons construites sur le passage des eaux. Certains propriétaires avaient pris le soin d'effacer de leurs murs l'inscription à démolir du ministère de la Construction. La ruse contre cette injonction n'a pourtant pas empêché la montée des eaux à plus d'1 mètre, causant ainsi d'énormes dégâts. Le problème, c'est que nous sommes dans une cité. Malheureusement, il y a eu un premier lotissement à partir d'une opération immobilière. Et par la suite, il y a des espaces qui n'étaient pas possibles de construire, donc non constructibles. Et le site a été loti, vendu,
et des habitations ont été construites. Alors, lorsqu'il y a eu l'opération en cours, d'après ce que les techniciens nous ont dit, vous avez vu tout à l'heure, il y a malheureusement des incivilités, encore une fois, qui ont joué, où on vient cacher ce qui a détruit par le ministère de la Construction, et malheureusement, ça a tout faussé. Ce sont des normes techniques qu'il faut respecter. Il y a un canal qui passe là derrière et qui, malheureusement, d'année en année, va créer des dégâts à ces riverains. Il nous faut anticiper et il nous faut respecter donc les décisions des techniciens. Il y a des travaux en cours, en amont, qui démontrent bien que les choses ont fonctionné là-haut. Mais le problème se pose ici parce que justement l'eau a eu du mal à rejoindre son lit naturel. La délégation poursuit son chemin au secteur de la Palmeraie, précisément à la rue Ministre, pour constater les dégâts des inondations. La ministre assure, les travaux d'élargissement du canal de la rue Ministre seront achevés. Les populations sont invitées tout de même à quitter les zones à risque. Voilà, noté en bref, selon la Sodexam, hier jeudi 25 juin, le niveau de pluie a atteint les 300 mm, soit 6 fois le seuil d'alerte. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, et le maire de Cocody ont aussi engagé une visite au terrain dans plusieurs quartiers du district d'Abidjan. C'était dans la journée d'hier jeudi, alors que les eaux de pluie gagnaient en intensité. Herman Guivé. Commune de Cocody, il tombe des cordes sur Abidjan. Nous sommes en route pour un quartier dortoir situé à la périphérie de l'ENA, l'École nationale d'administration. Le préfet d'Abidjan, le maire de Cocody et plusieurs membres de son conseil à la rencontre des populations de ce quartier pour les sensibiliser sur le danger qui les guette en cette saison pluvieuse. 10 mètres. Il n'est même pas 10 mètres là. Il m'a dit 15 mètres. Les discussions s'enchaînent, argument contre argument. Les populations, elles, ne semblent pas du tout inquiètes de la montée des eaux à proximité de leur maison. Ça fait des années que nous vivons ici, avec nos enfants. Et nous ne créons pas parce que l'eau n'a jamais débordé le caniveau. L'eau n'a jamais débordé le caniveau. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, n'est pas d'accord avec cette position. Vous avez regardé la puissance de l'eau. Regardez vous-même. 15 minutes, regardez l'eau. Donc imaginez au bout de 2 heures. C'est pas possible. Ces maisons avaient été déguerpies par la mairie. Et on a même les notices qu'on va vous montrer tout à l'heure. Si on a plus de 2 heures de pluie, elles seront touchées. Alors, le travail a été déjà fait de ce côté. Les gens sont revenus. Il y a eu une recolonisation des sites. Dans cet autre quartier baptisé Kampala, les habitations précaires forment un dangereux ménage avec les lignes de haute tension qui les surplantent. Risques d'électrocution et inondation cohabitent en bonne intelligence. Vous voyez ? La pluie tombe et les eaux, elles, ne cessent de monter. Toutes ces maisons que vous voyez ici sont susceptibles d'être envahies par les eaux. Comme vous pouvez le constater, et bien plus il pleut et plus l'eau est en train de monter. Ces maisons sont donc menacées d'inondation. Changement de décor. Autre quartier visité, les maisons en baraque qui occupent les versants du pont Soro. Les populations comptent sur la bonne fortune de la végétation qui devrait pouvoir contenir les eaux. Voici le plateau typique de ce qui s'est passé à Niamey. Donc un terrain non constructif, anarchiquement occupé et qui subit les intempéries. Donc le sol est meuble. À tout moment, toutes ces maisons peuvent se retrouver dans le ravin. Et il y a déjà eu des déguerpissements qui ont été faits par le passé, il y a eu des recolonisations. Donc il faudra repenser à redéguerpir. Une visite du préfet d'Abidjan et du maire de Cocody qui s'achève finalement du côté de la Riviera Palmeraie. Présent sur place, le commissaire Irié et ses hommes prennent connaissance de l'ampleur des dégâts. Nous avons déjà envoyé le message à la hiérarchie pour qu'on puisse assister ces gens, ces populations, ces véhicules noyés, ces hommes. Donc on a la tâche, nous rendons compte en temps réel, au cas par cas. La commune de Cocody profondément touchée par ces inondations. Nous avons fait le tout pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres, pour ne pas qu'ils se mettent dans les quartiers précaires. Vous avez vu tout à l'heure. Et là, si on repart, j'ai parié que le niveau d'eau a dû monter, ils seront obligés de déguerpir. Donc, c'est tout un chacun qui doit prendre conscience et c'est ensemble que nous pourrons déguerpir pour ne plus avoir ce genre de situation.
Cette visite a pour but de demander à la population d'être très prudente. Nous rendons compte des problèmes qu'il y a pendant les inondations. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés, mais il y a encore des quartiers qui doivent déguerpir pour leur propre sécurité. C'est une situation où les pluies sont pratiquement fortes. Donc encore une fois, on demande aux populations de suivre les instructions de déguerpissement, de prudence, de vigilance, mais également de comportement citoyen responsable. Si on bouche le caniveau, toute cette eau ne peut plus partir. Si on jette les réfrigérateurs, les matelas, tous les détritus, on empêche l'eau de couler. Les populations sont appelées à la vigilance. Prudence, de gros nuages noirs se dessinent à l'horizon. Une paroi de terre au niveau de la route s'est écroulée hier jeudi au niveau du rond-point de la Riviera à Cocody. Pas de pertes en vie humaine, pas de dégâts importants causés. Selon les techniciens, l'intensité des pluies, le poids des concessions voisines ont impacté sur la stabilité de la surface et les eaux pluviales provenant des maisons des riverains se sont infiltrées en dessous de la bêche, créant des fissures. Cette voie a été bloquée par l'AGEROUTE afin de réaliser les travaux de réhabilitation. Voilà, l'eau est source de vie. Il en fallait pour venir à bout justement de l'incendie qui s'est déclenché au marché d'Abobo. Une partie du marché central de la commune est partie en fumée. L'incendie s'est déclaré la nuit dernière. Plusieurs magasins, vous allez le voir, ont été consumés. Le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, s'est rendu ce matin même sur les lieux du sinistre pour apporter la solidarité du gouvernement aux commerçants. Magasins et bosses transformés en cendres. L'incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à aujourd'hui, touchant une grande partie du marché central de la commune d'Abobo. Vers 3 h du matin, on a reçu un coup de fil que le marché se brûle. Donc, et puis on est venu exactement, ça brûlait. À ce moment, ça avait déjà pris le coin. Bon, moi, que le pompier venait, c'était déjà trop tard, mais quand même, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient. Mais on a tout perdu. Aucune perte en vie humaine, mais dégâts matériels énormes. L'origine de l'incendie, selon les victimes, serait due à un court-circuit. On dit que c'est l'homme qui vient brûler, ce n'est pas l'homme. Nous, on sait que c'est branchement anarchique qui provoque ce feu. Le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation et exprimer la compassion et la solidarité de la municipalité et du président de la République Alassane Ouattara. Il a offert à cette occasion la somme de 4 millions de francs CFA aux commerçants sinistrés. L'incendie s'est déclenché hier nuit vers 3 h du matin, dû à un court-circuit. Les enquêtes sont en cours. Nous allons rapidement voir comment, avec les services techniques de la mairie, créer les conditions de leur réinstallation. Ici à Bobo, non seulement nous avons eu des difficultés avec les pluies, et en plus ces pluies ont causé cet incendie. Je demande aux uns d'être prudents, de limiter les déplacements en cette période, d'écouter les alertes météo pour savoir à peu près dans leur zone ce qui va se passer. Je veux exprimer la solidarité du gouvernement à l'ensemble des Ivoiriens. Un geste est salué par les victimes. Ce sont au total 47 magasins et 58 bosses qui sont partis en fumée. Nous prenons la direction de l'intérieur du pays, notamment Yamoussoukro, où les sénateurs au grand complet se sont réunis ce vendredi pour l'installation d'un nouveau bureau et l'adoption du calendrier de travail sur la période fin juin, mi-août 2020. Nous y reviendrons avec notre reporter Kader Sogodogo dans nos prochains journaux. La Côte d'Ivoire est au front sanitaire, le pays engagé dans le combat contre le coronavirus, mise sur la sensibilisation pour venir à bout de cette pandémie. Après 3 mois de suspension pour cause de coronavirus, les vols ont repris du côté de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce vendredi. Mais la décision de reprise du transport aérien décidée par le Conseil national de sécurité concerne d'abord les vols domestiques. Les vols internationaux, eux, reprendront bientôt. L'aéroport d'Abidjan, vous allez le voir, s'est adapté aux nouvelles exigences sanitaires. Jean-Luc Bango. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La reprise des vols décidée hier jeudi se fait au petit trot. Dans ce hall de départ quasiment désert, Boazi Tano et son fils font partie des rares passagers. Leur destination, San Pedro. Je suis venu pour raison médicale avec mon fils. Et quand on a appris que les vols ont repris, j'ai opté pour la voie aérienne au retour. Voilà. Pour ce premier jour de reprise qui concerne uniquement les vols domestiques, la compagnie Air Côte d'Ivoire a réalisé 2 vols à destination de Korogo et San Pedro.
dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Depuis l'entrée, on a été invité à se laver les mains, on a pris la température, on a porté les masques. D'ailleurs, ils nous ont fait de nouveaux masques. Je pense que c'est une bonne initiative. Dispositif de lavage des mains à l'entrée, marquage au sol pour rappeler la distance de sécurité, prise de température. L'aéroport d'Abidjan a mis à profit les 3 mois de suspension pour se mettre au diapason des mesures de sécurité contre cette pandémie qui a cloué au sol l'ensemble des avions. Le système d'aération continu de recyclage à l'intérieur de l'avion vous met dans un dispositif qui est totalement, je dirais, aseptisé. C'est un peu comme dans un bloc opératoire. Et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter du fait que vous êtes dans un espace où la distanciation peut ne pas être de mise. Alors, maintenant, il faut retenir également qu'il serait important pour chacun d'entre nous de faire preuve de beaucoup de patience. Il faut venir très tôt. Habituellement, c'était 2 heures, mais donnez-vous le temps nécessaire, puisque nous avons, quand vous allez arriver sur la plateforme aéroportuaire à Abidjan ou à l'intérieur du pays, il y a des installations, vous serez obligé de vous laver les mains et aussi de, bien évidemment, maintenir la distanciation. Le marquage au sol va vous indiquer très clairement où est-ce que vous devez vous tenir. À l'aéroport d'Abidjan, les messages de sensibilisation aux mesures barrières sont omniprésents, tout comme ces bandes jaunes et noires qui rappellent à la prudence dans chacun des déplacements. Pour les responsables d'Aéria, les vols domestiques moins sollicités devraient permettre de rôder ce dispositif mis en place en attendant la reprise des vols internationaux annoncés pour le 1er juillet. Voilà, l'aéroport s'ouvre, mais dans le respect des gestes barrières. C'est le cas aussi à San Pedro, où l'aéroport a enregistré ce vendredi son premier vol domestique. Les passagers d'Air Côte d'Ivoire en provenance d'Abidjan au menu de Cachemire ont été soumis à leur descente d'avion aux mesures sanitaires. L'avion, avant de repartir pour Abidjan avec d'autres voyageurs, a été désinfecté. La capacité de dépistage de la COVID-19 a été renforcée au niveau de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, et ce grâce à l'aménagement, l'équipement et la mise en route opérationnelle d'un laboratoire additionnel, puis l'aménagement et l'équipement d'une salle de décontamination. On en sait plus avec notre reporter Issa Tchonayo. Aménagement, équipement et la mise en route opérationnelle d'un laboratoire additionnel, puis aménagement et équipement d'une salle de décontamination. L'Institut Pasteur d'Abidjan voit ainsi renforcer sa capacité de dépistage du Covid-19, œuvre du GIBTP, groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, pour aider le gouvernement à lutter contre le coronavirus. Cette action que nous posons ce jour s'inscrit dans la droite ligne de notre soutien à l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le GIBTP a mobilisé un montant de 128 900 000 afin d'apporter notre soutien et appui aux différentes structures impliquées dans la lutte contre la COVID-19. Ce sont notamment 43 400 000 affectés à l'Institut Pasteur pour la rénovation d'un laboratoire additionnel. Cette augmentation de la capacité de traitement des tests du Covid-19 a été saluée par la responsable de l'Institut Pasteur d'Abidjan et le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons réceptionné le laboratoire que vous avez pu aménager. C'était inutilisable, c'était vraiment dans un état de décrépitude, je dirais, avancé. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit le laboratoire, moi-même, qui l'ai connu avant, je ne reconnais même pas le laboratoire. Nous réitérons encore nos remerciements au groupe ivoirien des bâtiments des travaux publics. Cette contribution vraiment va permettre à l'Institut Pasteur d'être performant. Nous allons veiller pour que ces dons si importants que vous avez faits soient bien utilisés et à bon escient pour que vous puissiez vraiment nous faire confiance. Pour rappel, cette cérémonie intervient 10 jours après celle du projet au service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Projet qui a permis la réhabilitation, l'aménagement et l'équipement d'une salle d'urgence en matériel d'oxygénation, fluides médicaux, régulateurs d'oxygène et d'équipements de moniteurs respiratoires avec 20 lits supplémentaires.
Voilà, et c'est réconfortant. La chaîne de solidarité continue d'être tissée dans notre pays en cette crise sanitaire. L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, et l'un de ses partenaires, vient de faire don d'un chèque de 20 millions de francs CFA au gouvernement ivoirien, un montant qui devrait servir à l'achat de denrées alimentaires, de kits d'hygiène et de dispositifs de lavage des mains destinés à des associations et ONG. Salima Toudia. L'élan de solidarité autour du gouvernement ivoirien en cette période de crise sanitaire de Covid-19 se poursuit. C'est au tour de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, en collaboration avec la Fondation Al-Walid Philanthropie, de faire don de 20 millions de francs CFA. Un montant qui a servi à l'achat de denrées alimentaires. Cette aide humanitaire a été réceptionnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui a rassuré du bon usage. Ne pouvant pas aller devant chaque ménage, nous avons choisi les organisations fêtières pour leur remettre ces produits afin qu'à leur tour, elles identifient les plus démunis de leurs membres pour les faire bénéficier de ces vivres et non-vivres. Je voudrais remercier le prince Al-Walid ainsi que la princesse Lamia Al-Saoud pour leurs engagements face à cette crise sanitaire. Toute notre reconnaissance et notre gratitude à l'ISESCO pour ses actions fortes et régulières à but humanitaire. La distribution a été faite à 18 associations et ONG. C'est avec un cœur rempli de joie que nous recevons ce don qui vient renforcer nos capacités dans la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Partant, nous vous rassurons que ces dons seront utilisés à bon escient. Au nom de toutes les structures récipiendaires, nous vous disons merci. Le don est aussi le résultat d'une collaboration avec la Fondation Didier Drogba. L'organisation ISESCO, basée à Rabat au Maroc, s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire à travers un programme d'assistance humanitaire d'urgence. Et pour barrer la route à la Covid-19, on continue la sensibilisation au point presse au quotidien du gouvernement. Le virus, je rappelle, se propage. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle donc à la vigilance et rappelle que la pandémie marque toujours sa présence pernicieuse. Côté sécuritaire, la police nationale a fait aussi l'état des lieux. Serge Koliaï était pour vous. Taux de positivité en baisse malgré la circulation active du virus dans le Grand Abidjan ces derniers jours. La représentante du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique affiche un brin d'optimisme. Toutefois, 2 cas de décès touchant un enfant de 7 ans et un adulte jeune de 39 ans viennent souligner la dangerosité de la pandémie. Beaucoup d'efforts restent encore à fournir pour être à l'abri de toute situation catastrophique. Tout le monde est exposé au virus et à ses complications mortelles. Les données de ces derniers jours sur le niveau d'exposition des sujets de 0 à 30 ans et les décès d'enfants ou de jeunes sans pathologie chronique sous-jacente en témoignent. En cette saison pluvieuse, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique note une montée en puissance du paludisme. Attention à la comorbidité. On enregistre de plus en plus de cas de paludisme grave. 15% en plus de mars à fin mai 2020 comparativement à la même période en 2019 chez les enfants de 0 à 5 ans. Dans les établissements de santé, du fait de la prise en charge tardive occasionnée par une consultation tardive, elle-même résultant d'une baisse significative de la fréquentation des 10 établissements depuis l'avènement de la COVID-19. Ces formes de paludisme grave sont également plus mortelles. Par ailleurs, ces fortes pluies occasionnent la résurgence de pathologies dont certains signes sont identiques aux signes évocateurs de la COVID-19. Il s'agit du paludisme, de la grippe classique, du rhume, des allergies, des infections respiratoires aiguës chez l'enfant, de la dengue, voire des autres défis de santé. Le commissaire principal Alali Kwasi, porte-parole par intérim de la police nationale, a rappelé le maintien de certaines mesures restrictives par le Conseil national de sécurité. Sur le terrain, la police nationale garde une vigilance accrue. Les forces de défense et de sécurité ont mis aux arrêts dans la journée d'hier, jeudi 25 juin 2020, 07 individus, dont un chauffeur et 6 passagers à bord d'un véhicule banalisé au niveau du checkpoint d'Aboville. Ceux-ci ont été mis à la disposition du parquet résident pour violation de la mesure,
d'isolement et pour mise en danger de la vie d'autrui, ayant été pris sans autorisation de sortie et sans avoir porté les masques. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue tous les acteurs engagés dans le combat contre la Covid-19. Voilà, le coronavirus est toujours menaçant. Le bilan sanitaire vient d'être dévoilé ce vendredi. On dénombre en Côte d'Ivoire 405 nouveaux cas confirmés, sans nouvelles guérisons. Je vous propose d'écouter le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 26 juin 2020, 405 nouveaux cas de Covid-19 sur 1562 échantillons prélevés, soit 26% de cas positifs. 100 guéris et 4 décès. Le premier, un patient de 70 ans, sans antécédent particulier, décédé le 19 juin au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le 25 juin, dans le même service, est décédé un deuxième patient de 53 ans, hypertendu, diabétique et présentant une obésité morbide. Les deux autres décès ont eu lieu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 52 ans, insuffisant rénal et atteint d'un myélome multiple, et d'une patiente de 56 ans, hypertendue, diabétique et obèse. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 26 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 8 739 cas confirmés, dont 3 587 personnes guéries, 64 décès et 5 088 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 50 914. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà, ne relâchons donc pas dans le respect des gestes barrières. Le coronavirus, vous l'avez entendu, se propage. Au Ghana, notamment, on dénombre 15 834 cas confirmés, 103 décès. Au Mali, 2039 cas confirmés, 113 décès. Au Maroc, 11 465 cas confirmés, 218 décès. En Mauritanie, 3 739 cas confirmés, 119 décès. En RD Congo, 6 552 cas confirmés, 149 décès. Et dans le monde, on dénombre à ce jour 9 682 414 cas confirmés, 491 095 décès. Le gouvernement ivoirien engagé dans la bataille contre le coronavirus s'active pour le bien-être des populations en mettant en place le programme Eau pour tous, 6 000 m3 d'eau potable de plus dans 2 mois pour régler le déficit d'eau potable dans le Hombol. Possible grâce aux unités préfabriquées de traitement d'eau en cours appelées UCD. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, vient justement de démarrer l'installation de 3 de ces UCD à Dabakala, Katiola et Niakara. On en sait plus avec notre reporter Léon Bro. Cette station de traitement d'eau fournit à Dabakala et ses 67 000 habitants seulement 660 mètres cubes contre un besoin de 3 300 mètres cubes d'eau potable par jour, soit un déficit de 80%. Déficitaire desserte en eau potable aussi pour Katiola et Niakara avec 46 et 72%. On n'arrive pas à avoir l'eau 24 heures sur 24. Des fois, l'eau peut se couper pendant 2,
3 jours, voire même une semaine dans d'autres quartiers. Pendant la saison pluvieuse, c'est l'eau de la pluie qu'on recueille. Après saison pluvieuse, nous les femmes nous sommes obligées de nous lever avant l'heure. On va dans les puits, dans les marigots. Voilà ce qui mettra fin à ce calvaire. Ces UCD, unités compactes de Grenon, en réalité des unités préfabriquées de traitement d'eau capables de fournir 2000 m3 d'eau potable de plus en un jour, respectivement à Dabakala, Katiola et Niakara. Ainsi, contrairement à septembre, délai contractuel, le déficit d'eau potable dans ces villes ne sera qu'un souvenir dès août 2020, assurance du ministre de l'Hydraulique et ses partenaires, évaluant les travaux déjà réalisés à 70%. En août, il n'y aura plus de problème. Niakara va avoir 2500 m3 jour de produits alors qu'elle a besoin de 1800. Donc ça veut dire qu'on sera très éloquent ici et les populations vont avoir de l'eau 24 heures sur 24. C'est la même situation à Dabakala, la même situation à Katiola et la même situation à Tortilla dans les mêmes délais. Autre assurance du ministre de l'Hydraulique, l'accès de tous à l'eau potable. Laurent Tiagba indique que les travaux d'urgence portent sur l'installation de 40 UCD dans 32 villes pour 45 milliards de francs CFA, parallèlement à la réparation et au remplacement des pompes à motricité humaine. Des projets en attendant le déploiement en septembre 2020 du programme pour assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire en eau potable. Voilà, je vous conduis à présent sur le terrain politique pour voir cette rencontre d'échange entre la ministre Kandia Camara et les femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de Grand Bassam. Kandia Camara a mis les femmes de la ville historique de Grand Bassam en mission pour propager les idéaux du RHDP. Lansine Bakayoko. En présence des coordonnateurs régionaux du Sud Comoé et du maire de la ville de Grand Bassam, le ministre Kandia Camara a rappelé que la mission essentielle est de faire en sorte que les femmes qui ne sont pas encore au RHDP rejoignent le mouvement. Bassam et le Sud Comoé font partie des régions ou localités en Côte d'Ivoire où vous avez une grande présence des femmes, où les femmes ont un impact important dans la victoire ici pendant les élections. Donc si nous voulons gagner ici à Bassam, comme ça a été le cas par le passé, nous devons travailler. Nous devons rassembler toutes les femmes. Selon Kandia Camara, le candidat Amadou Gon Coulibaly n'est pas difficile à vendre au regard de son parcours personnel et surtout de son expertise dans la gestion des affaires de l'État. Les femmes de Grand Bassam, déjà en ordre de bataille, assurent de leur engagement sans réserve. Permettez-moi, Madame la ministre, de vous dire qu'à Grand Bassam, les femmes sont pour vous des Amazones. Nous avons investi les rues, les villages, les quartiers et nous sommes en rang serré pour la victoire au 31 octobre 2020. Pour la présidente nationale des femmes du RHDP, il s'agit avant tout de confirmer l'hégémonie du parti aux prochaines élections présidentielles. Notre parti, notre grand parti, qui porte le nom d'Oufouet-Boigny, les enfants d'Oufouet-Boigny, nous sommes les racines de ce parti-là. Quand la base est bien organisée, la base est implantée, que tu as ta fondation qui est bien faite, ton mur ne peut pas tomber. Le ministre Kandia Camara a insisté sur la nécessité de maintenir l'union, la cohésion et inviter les militants à l'inscription effective sur la liste électorale. Tel que vous êtes unis aujourd'hui, je peux dire ici, affirmer aujourd'hui, que la victoire de notre candidat Amadou Gon Coulibaly, cette victoire-là, il n'y a aucun doute. Elle est réelle et elle sera réelle le 31 octobre 2020. Aujourd'hui, le RHDP à Grand Bassam, c'est 146 secteurs pour 1460 comités de base. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, par ailleurs cadre du RHDP de la région du Caux, a échangé avec la chefferie traditionnelle des sous-préfectures de Guibérois et de Galébré. Au centre de ces échanges, la mobilisation autour du processus de révision de la liste électorale et l'établissement des cartes nationales d'identité. Le reportage est signé Mamadou Kwasi. Tous les chefs traditionnels de la sous-préfecture de Guibérois
au grand complet pour échanger avec Miss Belmont Dogo, cadre de la région. Des échanges portaient sur leurs contributions pour booster le processus de révision de la liste électorale, ainsi que l'établissement des documents administratifs, surtout la carte nationale d'identité. Miss Belmont Dogo a exhorté les chefs de village à s'impliquer véritablement dans ces différentes opérations. Et pour les soutenir, elle met à la disposition du chef du canton une moto. On doit se faire identifier pour ne pas être en retard. Les premières identifications, on n'a pas pu faire. En tout cas, ils ne sont pas beaucoup sortis pour faire. Mais cette fois-ci, je sais que tout le monde va sortir pour se faire identifier. Après Djiberoua, ce sont les chefs de village, les chefs de communauté, les leaders d'associations de jeunesse et de femmes de la sous-préfecture de Galébré qui ont échangé avec Miss Belmont Dogo et sa délégation. Des échanges qui ont porté essentiellement sur les documents à fournir pour participer à ces différentes opérations. Miss Belmont Dogo a rassuré ces différentes populations. En tout cas, nous serions à la hauteur. Nous ferons le maximum pour que notre fille soit contente. Soutenue par le sous-préfet de Galébré, Miss Belmont Dogo a invité les chefs de village et responsables d'associations de jeunes et de femmes à investir tous les villages et hameaux pour faire inscrire les nouveaux majeurs. Mais avant, elle a indiqué aux différentes populations l'importance de faire établir un document administratif, surtout se faire inscrire sur la liste électorale. On veut que Galébré se développe. On veut que Galébré aille de l'avant. Que nos petits frères, nos petites sœurs qui viennent d'avoir 18 ans se fassent enrôler. La procédure a été allégée. Le certificat qui coûtait 5 000, c'est à peine 500 francs au retrait. Il n'y a aucune raison que nous soyons à la traîne. Au cours de cette tournée, la coordinatrice régionale associée du RHDP pour le compte du GOR a remis 400 timbres à chacune des étapes afin de permettre aux populations de se faire établir un certificat de nationalité. Emmanuel Esmel Essis, coordinateur RHDP de Dabou, est aussi sur le terrain pour des élections apaisées dans la région des Grands Ponts. L'émissaire du RHDP sollicite la participation de tous au processus de révision de la liste électorale. Walter Amadou Ouattara. Amener les populations à se proposer massivement pour l'obtention de la carte nationale d'identité et à se faire enrôler afin de figurer sur la liste électorale, c'est le sens de ces différentes rencontres avec les leaders communautaires et religieux de la région des Grands Ponts. Esmel Essis, coordonnateur RHDP de Dabou, explique à ses invités du jour l'importance et les enjeux de l'actuelle opération. Voter n'est pas un devoir politique, c'est un acte civique, un acte civil qui détermine celui qui va gérer nos cités. Donc au lieu d'attendre en octobre pour ne pas être content, il faut maintenant aller poser le premier acte qui consiste à se faire figurer sur la liste électorale et aller exprimer le 31 octobre son avis. Chefs traditionnels et guides religieux affirment avoir pris bonne note des messages divulgués par l'envoyé du RHDP. Ces leaders de communautés s'engagent à contribuer à la sensibilisation, surtout à l'endroit des nouveaux majeurs. En réalité, l'enrôlement des nouveaux majeurs est pour nous une priorité. Parce que les jeunes qui ont au moins 18 ans, qui n'ont jamais voté, doivent pour une fois connaître cette opération de vote. C'est dans leur intérêt. Il ne s'agit pas seulement de voter, mais il s'agit également d'avoir des pièces. Donc nous allons insister pour que les jeunes gens viennent en grand nombre. Il faut être inscrit pour éviter les palabres d'après. Oui, moi je ne suis pas dessus, on ne m'a pas inscrit, alors que c'est le moment. Le temps est court, mais si nous faisons une bonne sensibilisation, nos fidèles iront se faire enrôler et alors nous aurons une élection apaisée. Entamée le 10 juin 2020, l'opération de révision de la liste électorale est prévue pour prendre fin le 24 juin prochain. Et toujours à l'intérieur du pays, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabanye-Koné, également coordinateur RHDP de la Bagoué, a échangé récemment avec les chefs traditionnels de cette région. Objectif, les impliquer dans le processus de l'enrôlement. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. Les chefs traditionnels de la Bagoué sont sollicités pour intensifier la sensibilisation sur l'opération nationale d'enrôlement pour l'établissement des cartes d'identité et le listing électoral. Le ministre Bruno Nabanye-Koné, le coordonnateur régional RHDP de la Bagoué, est celui qui leur fait appel. Il leur fournit à cet effet toutes les informations relatives aux deux opérations. Le gouvernement a mis en place
auprès de chaque sous-préfecture un opérateur privé pour faciliter les opérations. Tout ce qu'on demande à celui qui n'a pas de pièces, c'est de venir avec 2 témoins majeurs. Donc ceux qui n'ont pas de pièces dans les villages, vous pouvez les rassembler ensemble. Vous pouvez les rassembler. Et puis quand ils sont un certain nombre, ils vont à la sous-préfecture avec 2 témoins majeurs. Et ce qui est important à dire, c'est que ces 2 témoins-là, ça peut être des témoins pour tout le village. Quel chef ici ne connaît pas sa population? Et il n'y a rien à payer. Des explications qui vont renforcer les actions de ces autorités traditionnelles auprès de leur communauté. Le souci d'un chef déjà dans sa localité, c'est de faire tout pour que déjà chacun ait une pièce d'identité. Si nous avons la chance d'avoir des autorités qui veulent nous accompagner dans cette mission, alors pour nous c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et nous pensons même que ceci, c'est notre mission qu'ils sont venus nous aider à réaliser. Le coordonnateur régional RHDP de la Bagoué, Bruno Nabagno Kone, a aussi échangé avec la chefferie sur la cohésion sociale et la paix, également sur la lutte contre le coronavirus dans la Bagoué. Dans ce cadre, et pour soutenir leurs différentes actions, des kits sanitaires et alimentaires ont été remis aux chefs traditionnels. Reportage réalisé pour vous par Ami Sissoko. Une page triste dans ce 20. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses fils, William Atebi, cadre du Front populaire ivoirien, est décédé ce jeudi à Abidjan des suites d'une courte maladie au CHU de Trècheville. Ancien député de Yopougon, il était rentré d'exil en 2014 et continuait son combat politique auprès du président du FPI, Pascal Affi N'Guessan. Encore une grande perte pour le FPI, Konaté Moussa. Le Front populaire ivoirien vient de perdre un de ses illustres cadres, William Atebi, décédé jeudi 25 juin aux environs de 18h au CHU de Trècheville. À son domicile, c'est la tristesse et la désolation. Son épouse, ses enfants et sa famille ne peuvent contenir leur douleur. Député de la commune de Yopougon de 2001 à 2011, William Atebi s'était retrouvé en exil au Togo après la crise post-électorale. Revenu au pays en 2014, il a repris le combat politique aux côtés de Pascal Affi N'Guessan. Le président du FPI regrette la disparition d'un fidèle compagnon. Atebi est connu de tous les Ivoiriens par sa générosité dans tout ce qu'il fait, par son dynamisme, totalement engagé dans le travail pour la reconquête du pouvoir en octobre. Au moment où il était à la tâche pour nous faire gagner, que le destin vient de nous l'arracher. Nous sommes véritablement assommés par cette disparition. William Atebi, une énorme perte pour le FPI, mais aussi pour l'arène politique ivoirienne. Un jeune de grande qualité, de grande valeur. Il avait une grande culture, il avait une très belle élocution. Il avait des idées en lesquelles il avait foi. Il pouvait se tromper, mais il aimait à dire ce qu'il pensait. Jusqu'à son décès, William Atebi occupait le poste de vice-président du FPI, chargé des affaires juridiques. Voilà, et ainsi va la vie. À l'étranger, au Mali, la CEDEAO a entrepris une nouvelle médiation pour dissiper la crise politique en cours. La mission arrive à Bamako à la veille d'une autre manifestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle a échangé avec les principaux acteurs de la crise qui ont appelé à des mouvements de contestation le 5 juin dernier. Ils dénoncent la corruption, les violences djihadistes et intercommunautaires. Ils réclament la démission du président malien. Fin de ce 20, mais attention, la météo indique de fortes précipitations en cette saison pluvieuse. Soyons donc prudents et vigilants. À 23h, retrouvez Kolo Coulibaly. Moi, je vous retrouve avec l'Empresi demain 20h.